Quand vous touchez votre corps, vous touchez à des tissus. Ces tissus sont composés de molécules assez complexes, d'ADN et autres, qui elles-mêmes sont composées d'atomes forgés dans les étoiles par des réactions nucléaires, de sorte qu'on peut strictement dire que nous sommes des poussières d'étoiles. Quand vous touchez à votre corps, vous touchez à des atomes qui étaient présents avant la naissance du Soleil, qui flottaient quelque part entre les étoiles et qui un jour se sont retrouvés dans une nébuleuse, une grande nébuleuse qui s'est effondrée, qui a donné naissance au Soleil, au système solaire. C'est sans doute l'un des plus grands acquis de notre époque. La science dispose désormais d'un récit de nos origines. C'est la même aventure qui se poursuit depuis 14 milliards d'années. Une histoire qui unit l'univers, la vie, l'homme. Nous descendons des singes et des bactéries, mais aussi des astres et des galaxies. Je pense que le fait qu'au XXe siècle, on ait compris que l'univers a une histoire, c'est le plus grand résultat scientifique de tous les temps. Le discours de la science est incomplet, mais il est précieux. On pourrait dire que la science, c'est une sorte de trésor d'incomplétude. Donc notre histoire commence. Mais par où commencer? Depuis toujours, les hommes regardent les étoiles en s'interrogeant sur l'origine du monde. Mais un homme, un jour, a vu ce qu'aucun n'avait vu jusqu'ici. En 1609, Galilée a l'idée de tourner vers le ciel une lunette, un instrument qui servait jusqu'alors à surveiller les armées ennemies. Mais lorsqu'il regarde dans sa lunette astronomique, il ne sait pas encore qu'il effectue un prodigieux voyage dans le temps, un voyage dans l'histoire même de l'univers. Ce que l'astronomie a découvert il y a quelques siècles, c'est que quand on regarde dans le ciel, on voit non pas l'univers tel qu'il est aujourd'hui, mais tel qu'il était dans le passé. La lumière voyage avec une vitesse qui n'est pas infinie. Ça met du temps pour que des images de telle ou telle galaxie ou tel astre nous arrivent. Donc, quand on regarde cet astre, on le voit tel qu'il était au moment où cette lumière était émise, ce qui peut être 8 minutes pour le Soleil, ce qui peut être quelques années pour les étoiles qu'on voit à l'œil nu, ce qui peut être quelques milliards d'années pour les galaxies que l'on voit avec les télescopes. Do you think we can change the world? The power, is it in your hands? Sans télescope, nous ne connaîtrions qu'une lune, 6 planètes et quelques milliers d'étoiles. L'observatoire du Pic du Midi se situe à près de 3000 mètres d'altitude, dans les Pyrénées. Depuis plus d'un siècle, les astronomes y observent l'univers à des distances de plus en plus grandes, donc de plus en plus loin dans le passé. Un télescope, c'est une véritable machine à remonter le temps. Et c'est ainsi qu'en sondant son histoire, les scientifiques ont découvert que l'univers est en évolution depuis plusieurs milliards d'années. Avec un instrument comme celui-ci, eh bien, on observe les étoiles, on observe les galaxies qui sont des grands ensembles d'étoiles. Une galaxie comme la nôtre, il y a 200 milliards d'étoiles, comme le Soleil. Et ces galaxies, eh bien, on s'aperçoit d'abord, elles sont très loin, et elles s'éloignent de nous. C'est cette observation qui va permettre à la science de remonter jusqu'aux premiers instants du Big Bang. Les galaxies s'éloignent, mais il ne s'agit pas d'un mouvement des galaxies. On a l'impression que les galaxies s'éloignent de nous
proportionnellement à leur distance. Plus elles sont loin, plus elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse. Mais en fait, elles sont vraiment immobiles. C'est seulement l'univers qui entre en expansion, qui gonfle, et ça leur donne une vitesse apparente. Mais en fait, les galaxies sont immobiles. On peut représenter cela comme un gâteau avec des petits raisins, une espèce de pudding. Et le pudding, en gonflant, représente un peu l'expansion de l'univers, ce qui mène l'image assez juste que chaque galaxie est un grain de raisin et ne bouge pas. Quand vous avez deux galaxies qui s'éloignent l'une de l'autre, il ne faut pas imaginer que ces deux galaxies se déplacent l'une et l'autre dans l'espace. En fait, c'est la distance qui les sépare qui augmente. C'est l'espace-temps entre elles qui se dilate. D'accord? Donc c'est pas une expansion dans l'espace, c'est une expansion de l'espace. Évidemment, on a du mal à l'imaginer ainsi, mais c'est très clairement ce que les équations nous disent. L'univers grandit aujourd'hui de 20 millions de kilomètres par minute. Si l'univers gonfle, cela veut forcément dire qu'il était plus petit avant. Ainsi, si l'on repasse le film à l'envers, plus on remonte le temps, plus l'univers se contracte, jusqu'à considérer tout l'univers contenu en un point, dans une tête d'épingle. C'est ce que l'on appelle le Big Bang, l'origine de notre univers. Cet événement a eu lieu il y a 13,7 milliards d'années. Cette théorie d'un début, d'une naissance de l'univers, a longtemps été contestée par les scientifiques eux-mêmes. Et c'est à la suite d'une découverte accidentelle en 1965 que l'idée d'un Big Bang originel s'est imposée. C'était un accident. Les ingénieurs de Bell Telecom travaillaient sur les premiers téléphones portables. Ils ont entendu un bruit dans l'espace, trop fort pour être attribué à l'activité humaine. C'est resté un mystère pendant 5 ans, puis on a compris. C'était un rayonnement émis au commencement de l'univers. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. C'est le rayonnement, c'est le document fossile le plus ancien que nous ayons du passé de l'univers. Ce bruit de fond est en réalité composé de photons, les premiers grains de lumière échappés du Big Bang. Ces particules lumineuses âgées de plus de 13 milliards d'années ont voyagé jusqu'à nous. Une véritable empreinte cosmique qui témoigne des origines de l'univers. Ces particules de lumière sont de véritables fossiles. De la même façon que les empreintes de dinosaures prouvent que ces animaux ont foulé le sol terrestre, ce rayonnement est bien la preuve que l'univers a gonflé à partir d'un état dense et chaud. Alors ce rayonnement maintenant, d'après la théorie, il a été émis non pas au moment du Big Bang, mais 380 000 ans après. Ça paraît long, mais par rapport à 13 milliards d'années, c'est court. C'est pratiquement à une période où l'univers était à 3000 degrés. L'obsession des scientifiques va être désormais de photographier cet univers naissant. En 1992, une première image est captée par le satellite Kobe. Cette image exceptionnelle ne laisse aucun doute. La théorie du Big Bang est validée. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Le 14 mai 2009, la fusée Ariane 5 lance le satellite Planck. À son bord, un télescope, conçu pour délivrer une image 1000 fois plus précise de cette première lueur de l'univers. Le satellite Planck, c'est essentiellement un télescope qui, grâce à ses détecteurs, reconstitue une image précise de l'espace. Le satellite va prendre des photos du rayonnement émis 380 000 ans après le Big Bang. Au moment où cette lumière fut émise, l'univers était 1000 fois plus petit qu'aujourd'hui. Il était aussi beaucoup plus comprimé et beaucoup plus chaud. On peut dire la lumière fut, c'est vrai, c'est une façon de le dire qui a un petit peu une connotation religieuse que je ne veux pas du tout avoir ici. Mais c'est vrai que dans la réalité, il y a eu cette époque où la lumière s'est séparée de la matière et cette lumière, on la voit toujours avec des instruments appropriés.
quand l'univers était moins âgé que ces 380 000 ans, il était chaud, il était lumineux, mais cette lumière-là était toujours absorbée et réémise par la matière, donc elle n'a pas directement traversé les âges. Avant 380 000 ans donc, l'univers reste inaccessible à l'observation. Pourtant, les scientifiques ont trouvé le moyen de reconstituer cette période du Big Bang, jusqu'aux premiers instants de l'univers. Par le calcul, on peut savoir, en remontant le temps, on peut savoir beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avant cette époque. C'est dans ce laps de temps, en effet, que se sont formés les ingrédients de base qui aujourd'hui composent notre univers. Les premiers éléments chimiques. 1 minute et 40 secondes après l'instant initial, sous une température ambiante de plus d'1 milliard de degrés, vont se former les premiers noyaux d'atomes. D'abord l'hydrogène, le deutérium, puis l'hélium. Quand vous gonflez un ballon à l'hélium, vous capturez des atomes du Big Bang. En buvant un verre d'eau, vous avalez des noyaux d'hydrogène aussi vieux que l'univers. Ces éléments constituent aujourd'hui encore la matière principale du cosmos. Mais d'où viennent-ils? De quoi sont-ils faits? Ces premiers atomes sont eux-mêmes composés de particules plus petites, les électrons et les quarks. Ce sont les particules élémentaires. Si on veut remonter le temps, il faut donc pouvoir diviser la matière, pour dire quel est le plus petit composant de l'univers. Quand on remonte vers le Big Bang, on approche d'un moment où tous les éléments, les atomes, les galaxies, les chevreuils sont dissociés en quarks et en électrons. La dernière image que l'on a accessible, c'est une espèce de soupe, de potage de ces lettres qui sont les particules élémentaires. Cette soupe primordiale est la clé de voûte des origines. En étudiant l'infiniment petit, on se rapproche inexorablement du Big Bang. C'est la raison d'être de cette mystérieuse machine, le grand accélérateur de particules du CERN, en Suisse. Cet anneau souterrain de 27 km de circonférence projette des particules à des vitesses proches de celles de la lumière. Le LHC est en fait un microscope ultra puissant avec lequel nous plongeons dans le monde de l'infiniment petit. Nous essayons tout d'abord de comprendre la nature des particules qui nous composent et de savoir quelles forces les animent. Mais ce n'est pas tout, car grâce à cette machine, nous nous rapprochons des origines mêmes de l'univers. Nous explorons l'univers à ses débuts. Vous avez deux faisceaux de particules de très haute énergie qui entrent en collision. Ça veut dire que dans un tout petit volume dans l'espace, pendant un temps très bref, vous recréez dans le présent les conditions physiques de l'univers primordial. Le but de cette expérience unique est bien de percer les secrets de la matière. Voir comment la matière se comporte quand elle est soumise à une forte densité et à de très hautes températures, c'est imaginer comment notre univers a pu se former dans un mouchoir de poche, il y a 13,7 milliards d'années. C'est comme ce que font les enfants quand ils veulent savoir de quoi leurs jouets sont faits. Ils les cassent. Si vous voulez connaître le microcosme de l'univers, vous devez casser la matière. Jusqu'où pouvons-nous aller dans les débuts de notre univers? Eh bien, nous arrivons à un millionième de seconde après le Big Bang. À ce moment-là, notre univers contenait déjà l'énergie nécessaire pour produire tout ce qui est autour de nous. Il n'était pourtant pas plus gros qu'un grain de sable.
et sa température était de plus d'1 milliard de milliards de degrés. Or, à cette échelle, nos lois physiques actuelles trouvent leurs limites. C'est là qu'on en est, mais si avec le nouvel accélérateur ou d'autres encore, on arrive à casser les électrons et à montrer qu'il y a encore tout un monde, que les électrons sont aussi complexes que le système solaire, ce qui n'est pas impossible, on ne sait rien, eh bien évidemment on poursuivra cette histoire. C'est une histoire à faire à suivre. Reste la question, celle de l'instant initial du Big Bang, que la science est incapable de décrire. Elle ne peut remonter jusque-là ni par l'observation, ni par le calcul. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'a rien à en dire. Tout ce qui nous entoure et que nous pouvons voir autour de nous, dans les premiers instants de l'univers, était concentré dans un volume infiniment petit. Oh oui, c'était contenu dans une tête d'épingle. Oui, c'était tout petit. Mais alors, comment imaginer l'infini de l'univers dans un si petit volume? S'il est infini, évidemment, il n'a jamais été petit. Si vous êtes infini un jour, vous l'êtes infini toujours. Vous ne passez pas du fini à l'infini comme ça. Donc quand vous dites que l'univers était petit comme une tête d'épingle, et même moins que ça, vous imaginez une tête d'épingle dans un espace infini, je pense. En fait, il n'y avait pas d'espace infini. D'accord? La tête d'épingle était petite, mais en fait, c'était l'univers. Tout petit déjà, l'univers était infini. Et ce, dès sa naissance. Ici, notre esprit se heurte à ses propres limites. Car s'il y a un début de l'univers, une autre question se pose, tout aussi vertigineuse. Peut-on parler d'un instant zéro où tout aurait commencé? Non. Zéro est trop absolu. Je ne pense pas qu'il y en ait un. Enfin, j'imagine qu'il y a un zéro dans le temps. Là, c'est dangereux, on est sur un terrain glissant, là. On peut toujours parler d'un instant zéro, à condition d'admettre que la physique ne le décrit pas. Si je dis que le temps commence au moment du Big Bang, il y a forcément un temps zéro. Mais il nous est inaccessible. Nous n'arriverons jamais à ce zéro. La question du commencement du temps nous mène dans une impasse. Si le temps zéro est inaccessible, peut-on malgré tout se demander ce qu'il y avait avant le Big Bang? Le Big Bang, c'est l'horizon. C'est la limite au-delà de laquelle on n'a rien. C'est pas il y avait rien, c'est on n'a rien. On n'a aucune observation, aucune donnée qui nous permette de dire qu'est-ce qu'il y avait avant 13,7 milliards d'années. C'est un peu comme quand vous êtes au bord de la mer, vous voyez de l'eau jusqu'à l'horizon, vous ne vous avisez pas de dire que l'eau s'arrête là parce que vous ne voyez pas. Aujourd'hui, des cosmologistes osent s'aventurer au-delà de cet horizon. L'objectif est de plus en plus vertigineux. Il s'agit de comprendre ce qui a pu provoquer le Big Bang. Demandez à n'importe quel expert en physique quantique. Tous vous diront que nous ne sommes pas sûrs que le Big Bang soit le début de notre univers. Car la physique classique, qui prédit ce début, est incomplète. J'ai toujours eu l'intuition que le Big Bang ne pouvait pas avoir tout créé. Mais qu'est-ce qui pouvait remplacer cette théorie? Ce physicien reconnu mondialement a construit un modèle mathématique pour traverser la barrière du Big Bang. Il peut alors regarder de l'autre côté du miroir. Dans le passé lointain, l'univers était vaste, mais s'est effondré sur lui-même. Il est devenu tout petit, et il s'est redéployé. Le professeur Ashtekar décrit l'existence avant le Big Bang d'un univers semblable au nôtre, mais à l'évolution inverse. Au lieu d'être en expansion, il se contractait jusqu'à un point de passage nommé Big Bounce, le grand rebond. Cet univers aurait donc rebondi sur lui-même pour donner naissance au nôtre.
Dans ce que j'appelle le goulot, l'échelle de l'univers est minuscule. Les notions de temps et d'espace-temps ne fonctionnent plus. L'univers ancien et notre univers actuel sont connectés en un point précis, comme un passage secret. C'est le tunnel de la nouvelle physique quantique. Tout ce que nous voyons aujourd'hui a une filiation directe avec le Big Bang. Mais tout ne s'est pas joué à ce moment-là. Le monde ne s'est pas fait en 7 jours, mais bien en 13,7 milliards d'années. Cette évolution est jalonnée de naissances et de disparitions. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Ainsi, 1 milliard d'années après le Big Bang, naissent les premières étoiles à partir des gaz d'hydrogène et d'hélium déjà présents dans l'univers. Il y a ce nuage de gaz qui s'effondre par sa propre gravité. Et 1000 ans après, on a déjà une proto-étoile qui se forme et qui est tellement concentrée qu'elle commence par rayonner. Et puis la température qui est créée au centre de ce nuage de gaz très concentré arrive à une température d'1 million de degrés ou 10 millions de degrés. Et ça permet de déclencher les réactions nucléaires qui permettent de briller comme toutes les étoiles brillent. Ces réactions nucléaires ont lieu au cœur même des étoiles. Elles produisent tous les éléments aujourd'hui présents dans l'univers, comme le carbone, le fer ou encore l'oxygène. Lorsque ces étoiles-usines ont consumé tout leur combustible, elles gonflent, puis explosent en supernova. La matière produite dans les étoiles se disperse ainsi dans l'espace. Cette machinerie se répète à l'infini et produira les quelques 200 milliards de galaxies que l'on observe aujourd'hui dans le cosmos. Chacune d'entre elles est composée de plusieurs centaines de milliards d'étoiles. Bienvenue dans votre galaxie, la Voie lactée.